donné, qui m'ont enseigné la rigueur, l'amour et le plaisir d'apprendre et d'échanger. À vous tous qui êtes là, je dis un grand merci. Un merci à la mesure des éloges, quelque peu immérités, dont vous m'avez gratifié, mais qui, je ne peux que l'avouer, me font plaisir et m'ont beaucoup ému. Je suis aujourd'hui comblé, vraiment comblé, car, outre les témoignages d'amitié qu'il porte en lui, cet ouvrage se caractérise par sa polyphonie. En effet, des voix que ne séparent ni les différences d'âge, ni les frontières, s'interrogent et se répondent parfois. Grâce à vous, mes chers étudiants, grâce à vous, mes chers collègues, cet ouvrage outrepasse les questions nationales et régionales pour mettre en lumière nos interrogations communes, nos inquiétudes communes et nos espoirs communs. Dans un monde où s'élèvent des murs, où le rempart identitaire tue la pensée, cet échange entre universitaires du monde me laisse croire qu'il est encore possible de construire un monde où l'on parle non pas de choc des civilisations, mais d'échanges culturels. Je voudrais remercier le prestigieux membre du comité d'honneur, Monsieur le professeur Georges Abissab, Monsieur le doyen Chadli Ayari, Monsieur le doyen Sadaq Belaïd, à qui je souhaite un prompt rétablissement, Monsieur le doyen Mohamed Salah Ben Issa, Monsieur le professeur Sassi Ben Halima, Madame le professeur Soukaina Bourawi, Madame la professeure Soukaina Bourawi, Monsieur le professeur Boutros Ghali, Monsieur le professeur Jean Jiquel, Monsieur le doyen Jean-Claude Hénin, Madame la doyenne Kalthoum Mziou et Monsieur le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, Agostino Ramadani. Je voudrais aussi remercier les membres du comité éditorial, Hajel Geldish, Sarah Maawia et Mouna Kraïm, qui ont mené à bien cette vaste entreprise. Sans leur détermination, leur dévouement et leur estime, comment imaginer que tant de collègues et d'amis de différents pays me fassent don de leur amitié et de leur réflexion? Je voudrais enfin remercier l'éditeur de ce recueil, la Konrad Adenauer Stiftung, qui a accepté d'assumer cette tâche difficile et de surmonter les difficultés de tous ordres. Il a fallu rien que moi la détermination de Hardy Ostri, aujourd'hui absent pour des raisons imprévisibles. Mesdames, Messieurs, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui et le volumineux ouvrage que vous venez de m'offrir constituent le couronnement d'une longue carrière professionnelle estimée très exactement par la CNRPS à 34 ans et 9 mois. En fait, cette carrière se poursuit à ce jour, ici, à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, en tant que professeur émérite et directeur honoraire de l'unité de recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé, et également à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en tant que juge. Je tâche de poser ma petite pierre au gigantesque édifice que nous devons de construire tous ensemble. Ma carrière universitaire a débuté le jour où, pour la première fois, j'ai franchi le seuil de la faculté de droit et des sciences économiques et politiques de Tunis, au mois d'octobre 1973, pour entamer une licence en droit. J'ai eu alors l'intuition que toute ma carrière allait être dédiée à l'université et à la recherche. Licencié en droit public en juin 1977, je m'inscris en DES de droit public, c'est l'ancienne appellation du DEA, aujourd'hui maîtrise. Je m'inscris en DES de droit public en 1978, fortement influencé et marqué par les enseignements de finances publiques, dispensés par mon maître Jean-Claude Hénin. J'en m'engage dans la rédaction d'un mémoire sur le trésor public. Quelle idée! En 1979,
Je m'oriente vers le DES de sciences politiques et suis recruté après l'obtention de ce diplôme en qualité d'assistant délégué au Centre d'études, de recherche et de publication de la faculté, dirigé alors par notre très regretté Mohamed Sharfi, dont l'amphithéâtre porte le nom. Je me vois octroyer aussi la direction de 2 groupes de travaux dirigés, à titre de rodage, du cours de droit constitutionnel qu'assurait alors notre très regretté doyen, le professeur Abdel Fattah Amr. C'est là, au sein de l'équipe pédagogique qu'il dirigeait, que j'apprends mon nouveau métier d'enseignant. En novembre 1984, un jury présidé par le doyen Sadaq Bel'id et composé entre autres des professeurs Georges Abissar et Abdel Fattah Amr me décerne le doctorat d'État en droit. 3 ans plus tard, en mars 1987, le jury présidé par Abdel Fattah Amr est composé par Jean-Claude Hélin, Francis Delpéré, Sadaq Chaben et Abdelraouf Mahbouli m'accordent de l'agrégation. Ainsi, l'hommage que vous me rendez aujourd'hui s'adresse à tous mes maîtres. Je viens d'en évoquer certains. Permettez-moi d'en citer d'autres. Jean Vergès, Jeanne Lajili, Mohamed Sharfi, Farouk Meshri, Abdel Jabbar Bsaïs, Bachir Belhaji Yahya, Henri Roussillon, Habib Slim, Soukaina Bouraoui, Gérard Farja, Achille Mestre, Sassi Ben Halima, Mohamed Salah Ben Issa, Bachir Takkeri, Michel Camo et Deli Jazi, qui m'a réservé, dès notre première rencontre, un accueil fraternel qui m'a marqué à jamais. Je voudrais également rendre hommage à Mohamed Bennouna, Daniel Bardonnet, Jean Leca, Michel Lesage, René Chaput, Jean Rivero, qui ont dispensé des cours spéciaux dans le cadre du DES de droit public ou du DES de sciences politiques ou assuré des conférences d'agrégation. Vous l'avez sûrement relevé, je n'ai sciemment pas cité le nom de l'un de mes plus illustres maîtres, car il a été bien avant mon entrée à la faculté. Il s'agit de Iyad Ben Achour, qui par-delà le lien sanguin de fratrie qui nous unit, a été véritablement mon premier maître. Le jour où mon très regretté père l'a chargé de veiller à mon éducation, alors que j'étais encore élève à l'école primaire de ma ville natale, La Marsa. Mesdames, Messieurs, en passant du statut d'étudiant à celui d'enseignant, j'ai essayé de suivre la voie de mes maîtres, de transmettre un savoir et une méthode. À mes étudiants, j'ai voulu apprendre le sens critique, le réflexe juridique et l'honnêteté intellectuelle. Mesdames, Messieurs, parallèlement à mon activité universitaire, j'ai mené diverses activités associatives dans le domaine juridique, culturel et sportif. J'ai également été appelé à assumer des fonctions administratives, politiques et diplomatiques. Rendre service à l'État et aux citoyens a constamment été mon credo. Cependant, ces responsabilités ne m'ont jamais détaché de mes enseignements et de l'encadrement des jeunes chercheurs et doctorants, notamment dans le cadre de l'unité de recherche en droit international, juridictions internationales et droit constitutionnel comparé. J'ai toujours veillé à ce que le cordon ombilical qui me rattache à l'université ne soit jamais rompu. J'ai toujours été convaincu que toute autre fonction que ma fonction d'universitaire est temporaire et passagère. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui je suis fier de voir que plusieurs des étudiants que j'ai connus, alors qu'ils étaient en première année de maîtrise, sont aujourd'hui des collègues distingués, qui ont gravi les différents grades universitaires pour atteindre les plus hauts d'entre eux. Le trio qui a veillé à l'édition de ce recueil que vous m'offrez aujourd'hui en est l'illustration la plus éclatante. Le succès de nos étudiants est notre seul et vrai diplôme. Leur réussite est la nôtre, et la déférence comme la joie dont me gratifient mes anciens étudiants partout où je vais et chaque fois que je les rencontre est un plaisir toujours renouvelé. Mesdames, Messieurs, j'ai fait valoir depuis le 1er octobre 2013 mes droits à une retraite anticipée. Beaucoup de mes collègues et de mes étudiants, de mes amis, se sont demandé le pourquoi d'une telle décision. C'est le moment de les éclairer.
J'ai quitté l'enseignement d'abord pour des raisons de santé dues à une atrophie de mes cordes vocales, comme vous le remarquez. Raison de santé étayée par un rapport médical signé par 3 professeurs hospitalo-universitaires. J'avais adressé au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique d'alors une demande de décharge du service des enseignements magistraux pour me consacrer exclusivement à la recherche. Mais monsieur le ministre, que Dieu ait son âme, a rejeté ma demande sans même me soumettre à une contre-visite médicale, et ce malgré mon insistance et malgré la réglementation en vigueur. À la même époque, je m'étais engagé politiquement. J'ai rejoint dès le mois d'août 2012 le groupe qui, sous la direction de Beji Caid Sebsi, a fondé un nouveau parti politique, Nida Tunis. Jamais auparavant, je n'avais adhéré à un parti politique. Mais compte tenu de la situation qui prévalait dans le pays après les élections de l'Assemblée constituante en 2011, j'ai jugé cet engagement indispensable. C'est cette raison qui a, semble-t-il, motivé le refus du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de m'accorder la décharge d'enseignement. J'ai alors décidé d'user de mon droit à la retraite anticipée. Là encore, la décision a été pénible et longue à prendre, et je passe sur les détails. Enfin, une troisième raison doit être évoquée, même si elle n'est pas dirimante. Depuis plus d'une décade, nous assistons à une baisse affligeante du niveau. Cette chute vertigineuse n'est pas le fruit du hasard ou d'une maladie qui frappe toute une génération. Nos jeunes sont dynamiques et dotés d'une intelligence normale, vous venez de le constater. Le mal qui frappe notre université est dû à une politique délibérée des autorités, une politique populiste qui, peu soucieuse de la qualité des diplômes, s'est appliquée à créer des passerelles et à rendre l'obtention de modules ou unités de valeur pour le moins aisée. Le nivellement par le bas, le manque d'exigence et de la scolarisation de l'enseignement universitaire m'ont, je l'avoue, découragé et donné le sentiment de participer à la mise à mort de l'université. La transmission du savoir est devenue une tâche de plus en plus ardue et en dépit des efforts des enseignants, les résultats étaient toujours très en deçà du minimum requis. Mesdames, Messieurs, notre pays a connu en 2011 une révolution qui a engendré une constitution moderne, conforme aux standards internationaux, un paysage politique pluraliste et un régime politique démocratique. Mais nous sommes confrontés à des défis qui risquent de remettre tous ces acquis en question si nous n'y prenons pas garde. Des réformes structurelles du système éducatif sont plus qu'urgentes. La garantie de la pérennité des institutions démocratiques et de l'état de droit passe par cette réforme de l'enseignement. La Tunisie, comme tant d'autres pays, est confrontée au terrorisme, à l'obscurantisme et à l'intolérance. Et si les solutions sécuritaires s'imposent, une école de la citoyenneté s'impose aussi. Nous devons œuvrer de concert pour que l'écolier, le collégien, le lycéen, l'étudiant et toute la famille éducative s'imprègnent du savoir, mais aussi du sens civique et de l'amour de la patrie. Permettez-moi, mes chers collègues, mes chers amis, très simplement et très humblement, de vous redire combien je suis touché et combien je suis honoré par votre présence et combien je suis touché par toutes vos marques d'amitié et de sympathie. Merci.